Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je referme ici ma rétrospective de la saga Dirty Harry en vous parlant du tout dernier, 5e volet, sorti en 1988, La dernière cible, ou l'inspecteur Harry est la dernière cible, si vous voulez, en version originale de Deadpool, rien à voir avec le super-héros Marvel. Alors évidemment, on retrouve Clint Eastwood dans le rôle principal et en tant que, j'imagine, producteur exécutif, il a certainement choisi son réalisateur, à savoir un pote, Buddy Van Horn, qu'il avait dirigé dans Ça va cogner et ensuite dans Pink Cadillac. Et qui avons-nous aux côtés de Monsieur Eastwood? Patricia Clarkson, qui joue le rôle féminin principal, qui s'était fait révéler l'année d'avant dans Les Incorruptibles de De Palma. Il y a aussi Liam Neeson, et oui, c'est pas son premier rôle d'envergure, puisqu'il avait été dans Excalibur ou encore Mission, et une apparition très brève, mais forcément remarquée pour ma part, de James Carrey, parce qu'il est crédité ainsi, mais on l'avait vu dans Peggy Sue et Varié, de Coppola, dans un rôle un peu plus important encore, 2 ans avant. Bref, il s'agit évidemment d'un film policier, comme d'habitude, centré sur Harry Callahan, à San Francisco, avec sa gouaille habituelle, son côté un peu rebelle, mais au démarrage, c'est ça qui est étonnant, on le voit en mode héros de la police et des médias, parce qu'il a réussi à faire quelque chose qui a permis l'arrestation d'un parrain local, il va témoigner à un procès, mais Harry, il n'aime pas être une bête de foire des médias, du tout. Il refuse de faire la promotion de la police, qui veut se servir de son image. Bon, du coup, on va le mettre un petit peu à l'écart pour le protéger, mais Callahan, on peut jamais vraiment le mettre à côté. Il va être au milieu d'une autre affaire, centrée autour d'un chanteur de rock qu'on voit, joué par Jim Carrey, en mode « Welcome to the jungle », voilà, d'où mon sweatshirt Motorhead, qui est en promo sur un film, qui tourne un clip, etc., et qui va mourir soi-disant d'une overdose, mais en fait, c'est un meurtre. Et on se rend compte que ce rocker absolu, qui s'appelle dans le film Johnny Squares, était sur une liste de Deadpool, si vous voulez. Genre, on va imaginer quelle célébrité va mourir bientôt de cause naturelle. Et donc, l'enquête va mener Callahan et une journaliste aussi de la télévision, parce que les médias sont au centre de l'intrigue, j'y reviendrai. Tout ceci va les mener à suspecter le réalisateur du film dont la promo était en cours, là, un certain Peter Swan, joué par Liam Neeson. Swan, tiens, petite référence peut-être à Phantom of the Paradise de De Palma, c'est probable. Et derrière, forcément, l'intrigue va se complexifier un petit peu avec des gens qui sont complètement obnubilés par l'envie de gloire absolue face à des médias omniprésents. Et aussi, on va un petit peu gratter autour du fanatisme derrière, puisqu'on est dans un monde de célébrité. Et Callahan, lui, il rejette cela, mais il va quand même devoir mettre son nez là-dedans, avec une journaliste qui, elle, cherche des scoops. Mais quand même, les deux vont devenir plus ou moins amis et proches. Rajoutez à cela l'éternel équipier de Callahan qui fait jamais vraiment long feu, ici un sino-américain, interprété par Evan C. Kim, parce que la police veut soigner sa bonne image en faisant de l'inclusion. Message politique du film, sur une Amérique qui est bien dépeinte ici. Alors, beaucoup qualifient ce film comme le plus faible des 5. Eh bien, ce ne sera pas mon avis. Alors, ce n'est probablement pas le meilleur, ni un grand film, mais je l'ai trouvé à la fois fun et intéressant. Fun dans son côté un peu rock, évidemment, on est dans un contexte qui me parle. Et puis quand on voit Jim Carrey faire une sorte de clip là, endiablé sur les Guns N' Roses avec une imagerie à l'exorciste, oui, déjà, ça te prend au cœur, parce que j'adore Jim Carrey. Mais il y a aussi, donc, au-delà de ce contexte intéressant, avec un travail sur la photographie et des ambiances un peu glauques, notamment dans L'Antre du Tueur, il y a également un discours très intéressant sur donc l'Amérique de l'époque. Fin années 80, avec un petit peu les nouvelles technologies vite fait, mais à un moment il y a une voiture télécommandée. Ça paraît anodin aujourd'hui, mais c'est très intéressant d'utiliser ça à cette période. En plus, ça donne lieu à une scène de poursuite extraordinaire dans les rues de San Francisco. Callahan et son équipier suivis par cette petite voiture là. Je trouve ça très drôle et très bien fait. Mais donc ça aussi questionne la place des médias télévisuels notamment,
et de la célébrité dans la société de l'époque. Alors, de l'époque, évidemment, depuis, c'est de plus en plus important et pertinent, mais il y avait cette idée-là qui était vraiment hyper émergente dans les années 80, et le film l'utilise pour en faire vraiment l'intérêt principal au-delà de l'intrigue, qui a tué, machin, est-ce que c'est vraiment Swan, le réalisateur, ou une autre personne, blablabla, ça, peu importe. Mais moi, c'est ça qui m'a passionné, en fait, bon, toute proportion gardée, parce que c'est pas non plus hyper approfondi, cette idée qu'à un moment, les gens seraient prêts à faire n'importe quoi, peut-être, pour avoir la célébrité, ou au contraire, se vengent quand ils n'ont pas eu la célébrité qu'ils auraient dû avoir selon eux. C'est un petit peu ça aussi le thème du film. C'est vrai qu'à un certain moment, on peut penser à Scream 3, alors rien à voir dans le dénouement, mais dans cette ambiance autour d'un film, et on pourrait tuer les gens qui participent à ce film. C'est bien ça aussi. Peut-être que Scream 3 s'est inspiré de La Dernière Cible, comme La Dernière Cible s'est un peu inspiré de l'univers de Phantom of the Paradise. J'aime bien comme ça, quand il y a des films qui se répondent en écho. Et évidemment, Harry Callahan au milieu, c'est très intéressant de voir son évolution. Certes, il ne va pas beaucoup changer, mais ce qui est passionnant, c'est de voir comment son bagou habituel va s'adapter ou non à cette situation. Et je trouve que c'est parfait, cette dimension d'écriture, même si c'est très attendu. On a les punchlines habituelles avec la réplique cultissime. Hein. Les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a. Et ouais, ça vient de là. Rien que pour ça, dès le début, hein, quand on le voit, quand il réprimande son supérieur parce qu'il ne veut pas être une bête de foire, quand il questionne l'idée qu'on lui mette un équipier dans les pattes, tout ça, c'est toujours le Dirty Harry qu'on apprécie. Et derrière, voilà, son lien avec la journaliste, qui est vraiment l'opposé de lui, parce qu'elle, elle cherche vraiment les feux de la rampe. Il y a quand même quelque chose qui va les rapprocher très fort, au-delà d'une potentielle romance. Une scène très forte et marquante, autour d'un gars qui prétend être le tueur, mais non, en fait, il est prêt à mourir et à s'immoler par le feu juste pour être célèbre avant sa mort. Et ça, vous voyez, c'est quelque chose d'assez nouveau, finalement, à l'époque. Pour nous, ça paraît un petit peu désuet. Mais le film capte cette ambiance-là et le met vraiment au diapason donc, de cette menace absolue qui va mener à la fin à l'antre du tueur, tout ça. Il y a quand même une construction visuelle aussi, c'est pas mal fait, même si la réalisation globale n'est pas ultime. On se sert des thématiques pour mettre en place le film et son intrigue. Puis dès le début, c'est du Dirty Harry, hein, de toute façon. Plan nocturne, de nuit, donc dans la ville de San Francisco, on se rapproche de l'appartement, comme ça. Alors c'est pas au niveau de l'introduction de l'excellent Dernière nuit à Milan, un film italien sorti cette année, dont j'ai parlé en podcast il y a quelques semaines, que je vous conseille. Mais on voit un petit peu les bases, hein, toujours. C'est pas la première fois non plus que ça a été fait. Et puis dans d'autres Dirty Harry aussi, hein, avec la musique habituelle, tout ça. Un petit peu plus 80s quand même. Hein. Lalo Schifrin se fait plaisir. Chez Friend, pardon, là-dessus. Bref, finalement, La Dernière Cible, c'est pas du tout un navet, c'est pas extraordinaire, mais ça se situe vraiment dans une bonne moyenne des Dirty Harry que j'ai vus, donc les 5, hein, puisque j'ai parlé des 4 d'avant. Hein. Vous pourrez chercher sur la chaîne comme ça où ça a été évoqué, et comme ça, hop, vous pourrez voir un petit peu mes avis divers et variés sur cette saga, ma foi, fort sympathique, surtout parce que Clint Eastwood, son charisme et son personnage. Après, les intrigues autour, on les oublie. Même s'il y a toujours des petits trucs intéressants, ici Jim Carrey par exemple, et l'univers. Mais bon. Voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Est-ce que c'est pour vous aussi l'un des moins bons, ou au contraire, comme moi, là, un des corrects de cette pentalogie. Ouais, 5. On en discute bien sûr en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!